Le module 1 de Passeport Collectif est consacré au premier mois d'existence de votre collectif. Le module 2 vous donnera des ingrédients pour vous développer au-delà des 6 premiers mois. À ce moment-là, l'enjeu est multiple. Augmenter le nombre et l'impact des actions, passer à des réflexions stratégiques et commencer à pérenniser le collectif comme acteur reconnu de l'entreprise sur les sujets de transition écologique et d'engagement. Nous avons identifié 3 thèmes importants. La posture du collectif pour gagner en légitimité, la gestion entre les initiatives concrètes et l'ambition de contribuer à repenser la stratégie de l'entreprise, l'organisation interne du collectif quand il grandit. Tout d'abord, quelle posture adopter pour gagner en légitimité? L'intention d'un collectif est de participer à transformer l'organisation de l'intérieur. C'est une intention par essence de long terme et qui concerne toutes les facettes de l'entreprise. Sensibilisation, pratiques internes, modèle d'affaires, gouvernance. Les actions sont donc liées à toutes les autres parties prenantes de l'entreprise, qui ont chacune leur périmètre de responsabilité. Le rôle du collectif dépasse alors l'organisation d'une action ou d'un atelier. C'est comme ça qu'il devient un acteur pertinent à long terme. Nous insistons sur ce point. Les collectifs qui durent et qui ont un réel impact sont ceux qui ont une stratégie de long terme. L'idée principale de cet épisode est qu'il vous faut comprendre les enjeux des autres parties prenantes de l'entreprise pour nouer des alliances stratégiques et challenger sans polariser. La relation entre un collectif et une direction est cruciale. Une relation positive et un dialogue continu avec la direction permettent au collectif de déployer des idées à large échelle, d'enrichir les questionnements sur la stratégie de l'entreprise et d'améliorer le dialogue entre dirigeants et salariés. Les membres du collectif sont consultés de manière régulière par la direction parce qu'ils savent qu'il y a ici et là il y a un panel de personnes qui sont sensibles à ce sujet, qui ont des connaissances sur ce sujet et qui peuvent du coup apporter un œil critique, mais critique constructive, intéressant. Le collectif a été consulté à plusieurs occasions pour la stratégie bas carbone, pour certains marchés sur lesquels est-ce qu'on doit pas y aller, comment on doit y aller. Là, on est en train de préparer la prochaine rencontre, c'est sur la Convention des entreprises pour le climat auquel on participe. Il y aura un atelier de travail avec direction et collectif pour travailler ensemble la feuille de route. Avec l'expérience des collectifs, nous est venu un nouveau mot, le pour-pouvoir, pour qualifier comment des salariés peuvent s'engager pour pouvoir accélérer la transition de leur entreprise. Quand un groupe de salariés s'engage autour de l'écologie, ce qui est vraiment important, c'est quelle est la posture qu'ils vont avoir vis-à-vis de la direction. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié du collectif chez nous, c'est qu'ils ont très rapidement formulé un manifeste où ils ont explicité quelle était la posture de ce collectif. Et le mot-clé qui m'a beaucoup marqué, c'est la notion de pour-pouvoir. Et évidemment qu'on peut mettre en regard de contre-pouvoir. Et donc l'idée, c'était, on veut faire avancer l'entreprise. En revanche, on est exigeant et donc on va pas supporter le greenwashing, le social washing. Donc on veut que ça fonctionne pour l'entreprise, mais il y a des conditions évidemment de dialogue. Donc cette posture, pour moi, elle est fondamentale. Évidemment, quand on rentre dans un collectif qui grossit, on est passé assez vite de 80 à 1000, 1500, 1600, on a des risques, comme dans la société, on le vit tous les jours, de débordement. On a des risques de radicalisation dans les postures. Et ça, pour moi, c'est la difficulté, effectivement, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on reste vraiment sur cette notion de pour-pouvoir, qu'on respecte le professionnalisme des personnes qui prennent des décisions autour des enjeux RSE et d'une certaine manière qu'on ne soit pas juste dans la dénonciation et dans le clash, parce que malheureusement on le vit déjà par ailleurs partout sur les réseaux sociaux. Et donc pour moi c'est ça, la ligne de crête, c'est l'exigence mais le respect des dirigeants, des managers qui font avancer les enjeux et ne pas se dire finalement que parce qu'on a dénoncé les pratiques, on a raison, c'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. Donc voilà, c'est la posture pour moi qu'il faut garder pour que ça soit constructif entre un collectif et une direction RSE. Il y a aussi des acteurs clés. Les acteurs clés, c'est non seulement les cadres de la direction, mais ceux sur lesquels il pouvait y avoir un pouvoir d'influence. Donc il est très utile d'avoir de très bonnes relations, parce qu'ils sont identifiés avec les secrétaires de direction, avec les execs, qui sont donc les N-1 de ces directeurs, et quelques secteurs que peut être la stratégie, l'audit, la direction financière, et que ce ne soit pas simplement d'un côté le collectif, de l'autre la RSE, et sur lequel tout le reste du monde a été ignoré. Non, il faut un peu avoir des alliés, de façon à avoir des informations en avant-première et une stratégie d'influence avec ce genre de service.
L'action des collectifs questionne aussi l'indépendance et l'autonomie de ces groupes bénévoles. C'est important pour un collectif de rechercher son indépendance. Pour cela, il y a plusieurs ingrédients, notamment la quête d'une certaine neutralité dans le propos, comme bien même les revendications internes du collectif peuvent être assez vindicatives. C'est important d'afficher une certaine neutralité vis-à-vis de l'externe, de ne pas trop pousser les revendications pour garder l'adhésion des différentes parties prenantes de l'entreprise, que ce soit la direction, mais également par exemple les syndicats ou d'autres salariés qui ne se reconnaîtraient pas dans le collectif. C'est important en fait que ces personnes ne se sentent pas mises en vulnérabilité par le collectif, car on a besoin de leur adhésion pour porter nos actions. Dans certains secteurs d'activité, le collectif peut laisser entendre aux autres salariés que leur action peut mener à la perte de leur emploi. C'est pas quelque chose que souhaite le collectif et c'est absolument pas son combat. Et donc c'est important aussi de tenir une certaine ligne de crête qui permette de gagner l'adhésion de ces salariés et de leur permettre d'adhérer aussi au point de vue du collectif. Une minorité de collectifs sont soutenus, voire impulsés par des directions RSE. Une situation un peu différente, mais qui porte aussi la nécessité de trouver la juste dose d'autonomie pour le collectif. Dans le contexte d'un collectif créé à l'initiative de la direction générale, l'autonomie, on va dire, ça va s'acquérir de par la légitimité qu'on a réussi à bâtir par les actions qu'on a menées. Moi, je me sens assez libre finalement dans ce qu'on peut proposer aux salariés. On a un certain impact aujourd'hui sur les collaborateurs. Et je pense que du coup, ça amène une forme de crédibilité, de légitimité par rapport à la direction générale. Notre sponsor est plutôt à accueillir positivement toutes les propositions qu'on a à faire en réalité, parce qu'on a réussi à acquérir, notamment grâce au World Cleanup, mais pas que, cette crédibilité, le fait qu'on est un peu les sachants, entre guillemets, sur les initiatives qu'on peut proposer aux collaborateurs pour que ça soit à la fois joyeux, qui reste quand même l'ADN qu'on veut donner à ce collectif pour que l'environnement soit vu comme une aventure joyeuse et pas comme quelque chose de contraignant. Il y a ce style qui est respecté avec des projets où après, on va dire, c'est plus nos compétences presque professionnelles de gestion de projet. Voilà, il faut monter un peu notre business case, quel financement il faut, etc. En fait, on est assez soutenu. Donc, je trouve que c'est plutôt une assez grande liberté en réalité, dès lors qu'on a cette oreille attentive et assez ouverte sur les propositions qu'on a à faire par rapport à nos projets. Quand le collectif il est issu d'une direction RSE, il faut avant tout poser un cadre à ce collectif. Et ce cadre, il ne pourra pas fonctionner s'il est imposé. Donc l'idée, c'est de co-construire ce cadre. Le cadre, c'est quoi ? C'est une raison d'être, des rôles définis, une gouvernance, des rituels, etc. Une fois que ce cadre il est là, il y a la matière à ce que ce collectif puisse s'épanouir de manière autonome. La direction RSE, elle n'est pas là pour imposer des choses. D'ailleurs, elle a souvent aucune relation hiérarchique avec ce collectif. Elle est plutôt là pour coordonner, animer un collectif. L'idée, au début, c'est qu'elle puisse commencer à rassembler certains membres qu'elle va venir chercher, commencer à créer du lien entre ses membres et petit à petit se retirer du centre. Elle va plutôt avoir un rôle de coordination. Je pense qu'il faut casser l'image de il y a une direction et il y a un contre-pouvoir parce qu'en fait, cette communauté, elle fonctionne de manière indépendante. Elle a souvent sa propre vision, ses propres opinions. Et en fait, la direction RSE, des fois, elle vient nous voir et nous dit en fait, j'arrive pas forcément à aussi imposer ma propre vision parce que ce collectif, il a grossi, il a pris de l'ampleur. Donc, faut casser un petit peu cet imaginaire qu'on pourrait avoir. Et l'autre élément qui me paraît essentiel pour être force de proposition, c'est des rituels qui sont créés entre les membres de ce collectif. Donc, une fois que ces rituels ils sont mis en place en général par cette direction RSE, animés par cette direction RSE, c'est intéressant justement dans la gouvernance de ce collectif que certaines personnes prennent un peu plus le pouvoir à travers par exemple des mandats pour que certains membres eux-mêmes animent leurs propres réunions sans pour autant que la direction RSE soit impliquée à chaque fois. Alors moi ce que j'ai vu dans mes enquêtes c'est qu'il y a une diversité en fait de sources, d'origine de mobilisation. C'est vrai que ça peut venir spontanément de salariés, mais aussi aujourd'hui les directions, et notamment les directions RSE, impulsent des dynamiques d'engagement auprès des salariés sur ces sujets écologiques, avec des formes assez différentes. On n'est pas dans des collectifs, là on est plutôt sur des ateliers, sur des parcours de formation, des parcours d'intrapreneuriat. Par exemple, j'avais bossé sur Corporate for Change, donc c'est monter des projets à impact social ou écologique. Ça passe aussi par des plateformes digitales, où on a par exemple l'ACA qui permet aux
aux salariés de déclarer leurs pratiques écologiques et de s'inspirer de ce qui se fait sur les différents sites de l'entreprise. Donc voilà, il y a vraiment une diversité de formes de mobilisation. Des fois, ça s'hybride avec ce que font les salariés. On peut très bien avoir des salariés engagés, membres de collectifs qui vont animer des ateliers d'automne, par exemple, sous l'égide de la direction. C'est assez multiprotéiforme. Ce qu'on voit quand même, c'est que dans ces initiatives de la direction, on rencontre toujours un peu deux problèmes. Le problème, c'est de trouver des salariés volontaires, que contrairement au collectif, où en fait le volontariat est dans l'ADN, c'est dans la jeunesse du collectif, là ça part de l'entreprise, donc il faut trouver ces bonnes volontés. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il faut qu'elles se maintiennent dans le temps. Là, la difficulté, c'est que l'entreprise elle-même n'est pas forcément constante sur ces initiatives, parce qu'il y a du turnover à la direction, parce que il y a des questions de budget. Donc, je pense une complémentarité à trouver dans les entreprises entre émergence spontanée de l'engagement et puis dynamique impulsée par l'entreprise et des formes d'hybridation qui sont intéressantes. Les expériences de collectifs nous ont évoqué une autre image, celle de la ligne de crête, entre la nécessité d'interroger certaines pratiques et l'ambition d'en marquer largement et de susciter l'adoption plutôt que le rejet. Ainsi, cela pourrait se résumer en plusieurs conseils. Premièrement, prendre en compte les perceptions variées et anticiper les résistances en impliquant les parties prenantes critiques pour éviter la polarisation et entretenir un dialogue constructif. Deuxièmement, se mettre au travail de manière concrète avec toutes les parties prenantes, comité exécutif, CSE, direction RSE. Troisièmement, s'ancrer dans l'intention de pourpouvoir collectif et sur le rôle incrémental que peut avoir le collectif dans la vie de l'entreprise. Enfin, naviguer la ligne de crête entre autonomie du collectif et lien nécessaire avec le reste de l'entreprise.